Imaginons une mutation génétique qui apparaît soudainement. Genre, elle explose littéralement à travers toute l'Europe pour modifier la biologie de 10% de la population. Ouais, un changement massif. C'est ça. Et qui, quelques millénaires plus tard, s'effondre de manière tout aussi brutale et totalement mystérieuse. Ah, ça c'est le genre d'histoire qui casse nos idées reçues. Complètement. Quand on pense à l'évolution humaine, on s'imagine en général que tout s'est figé il y a des dizaines de milliers d'années à l'âge de pierre. D'accord, le mythe de la biologie bloquée dans la préhistoire. Voilà. On se dit que notre corps est une relique, mais notre exploration du jour va complètement pulvériser cette idée. Et c'est pas trop tôt. Notre source principale pour cette analyse, c'est une transcription d'une très longue interview menée par Dwarkesh Patel avec David Reich. L'un des plus grands généticiens d'Harvard. Exactement, le spécialiste mondial de l'ADN ancien. Et les données qu'il apporte prouvent que non seulement notre évolution s'est pas arrêtée, mais qu'elle a carrément frappé l'accélérateur très récemment. Très récemment, ouais. Bon, décortiquons un peu tout ça, car l'objectif de cette analyse approfondie, c'est de comprendre comment notre génome est en réalité un champ de bataille en perpétuelle mutation. Et le véritable enjeu pour ceux qui nous écoutent, c'est de réaliser que nos corps, nos esprits, nos systèmes immunitaires actuels, ce sont pas des chefs-d'œuvre achevés dans un passé lointain, non? C'est pas des pièces de musée. Pas du tout. Ils sont les produits directs et encore tout chauds de chocs environnementaux extrêmement récents. L'histoire de notre espèce, c'est pas une lente et paisible promenade. Non, ça ressemble plutôt à un parcours du combattant. Grave, c'est une succession de crises brutales, d'adaptations en urgence à de nouvelles réalités qu'on a souvent créées nous-mêmes. Et notre ADN en porte encore toutes les cicatrices. Mais le truc, c'est que pendant des décennies, la génétique moderne semblait incapable de prouver cette évolution récente. C'était un vrai point aveugle. Ouais. Les chercheurs regardaient notre ADN et ne voyaient quasiment aucune preuve de sélection naturelle sur les derniers millénaires. Mais le problème, c'est que 98% des changements dans nos fréquences génétiques, ce n'est que du bruit. Du bruit statistique, ouais. C'est ça. Soit c'est du hasard total, ce qu'on appelle la dérive génétique, soit c'est le résultat de migrations massives. Je veux dire, quand un peuple entier en remplace un autre sur un territoire, la génétique change d'un coup. Mais c'est pas de l'adaptation, c'est juste un déménagement à grande échelle. Exactement. Pour isoler les 2% restants, la véritable sélection naturelle, où un gène s'impose vraiment parce qu'il aide à survivre, il manquait un outil essentiel. La donnée à très grande échelle. C'est ça. C'est vraiment le nœud du problème. Avant, on séquençait le génome d'une poignée d'individus très anciens. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est parfait pour retracer les grands arbres généalogiques, parce qu'un seul génome contient les traces de milliers d'ancêtres. Mais pour voir la sélection naturelle opérer en temps réel, Pour voir la dynamique, ouais. voilà, pour observer un gène spécifique gagner ou perdre du terrain millénaire après millénaire, quelques squelettes, ça suffit pas du tout. Il faut une vision globale. Exact. La percée majeure de l'équipe de David Reich, c'est d'avoir compilé une base de données titanesque de 16 000 génomes humains anciens. 16 000. Ah waouh, c'est énorme. Et ils ont couplé ça à des méthodes statistiques issues de la recherche médicale moderne. C'est ça qui leur a permis de filtrer tout le fameux bruit des migrations pour enfin observer les mutations qui étaient poussées dans une direction précise, et ce de façon inexorable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que lorsqu'ils ont enfin mis le doigt sur ces 2% d'évolution pure, ils ont cherché le moment exact où cette sélection a été la plus intense. Le moment du grand choc. Ouais, le grand choc évolutif. Et la logique voudrait que ce soit l'invention de l'agriculture il y a 12 000 ans qui ait tout déclenché, non? C'est ce qu'on a tous appris à l'école. Mais les données rencontrent une toute autre histoire. Le véritable séisme génétique s'est produit bien plus tard, durant l'âge du bronze. Donc on parle d'il y a environ 5000 à 2000 ans. L'âge du bronze, c'est vraiment le moment d'une intensification inouïe. Ah ouais. Ouais. Le néolithique, c'était le début des petits villages tranquilles, mais à l'âge du bronze, l'humanité passe carrément à la vitesse supérieure. On a des sociétés denses, interconnectées, technologiquement avancées. D'accord. Et pour bien visualiser pourquoi ça crée un tel choc biologique, imaginons une Formule 1. Une Formule 1, carrément. Ouais, prenons cette métaphore. C'est une machine parfaite, conçue méticuleusement pendant des années pour rouler sur un circuit avec un asphalte impeccable. D'accord, je vois le genre. Ça, c'est notre génome de chasseur-cueilleur. Et soudainement, à l'âge du bronze, on prend cette Formule 1 et on la force à rouler dans un marché médiéval bondé, boueux, chaotique et plein de charrettes. Ah oui, le désastre garanti. C'est ça. Le moteur est incroyable, mais il est absolument pas fait pour ce terrain-là.
Les pièces vont s'encrasser, les suspensions vont casser, et la mécanique, c'est-à-dire la sélection naturelle dans notre cas, elle doit changer les pièces en pleine course, dans l'urgence absolue. Ce qui est fascinant ici, c'est précisément ce mécanisme qu'on appelle le déséquilibre évolutif. C'est pas juste une question de monde qui change autour de nous. C'est plus profond que ça. Ouais, c'est une question de biologie inadaptée à son propre succès culturel. On prend un humain conçu par l'évolution pour vivre en petites bandes, nomades très espacées les unes des autres. Et on le parque dans une ville de l'âge du bronze. Exactement, dans des environnements à très forte densité, l'hygiène est désastreuse, l'eau est contaminée par les déchets. L'enfer sanitaire, quoi. L'enfer. Et surtout, cet humain vit désormais sous le même toit que ses animaux domestiques. Les vaches, les moutons, les porcs, les poules, biologiquement parlant, c'est une véritable poudrière. C'est là que naissent les épidémies. C'est l'apparition des grandes maladies zoonotiques, celles qui sautent de l'animal à l'homme. Notre système immunitaire s'est retrouvé face à un déluge de pathogènes totalement inédits. Et cette urgence évolutive, elle s'est inscrite directement dans notre code source. Ouais, les fameuses cicatrices. La source mentionne d'ailleurs un exemple précis sur l'immunité. C'est une variante génétique appelée TYK2. Ah, l'histoire de la TYK2. Ouais. Et là, je me dis que ceux qui écoutent cette analyse doivent sûrement se demander comment un gène peut apparaître et disparaître aussi vite. C'est cette histoire de yo-yo dont je parlais au tout début. Qu'est-ce que ce fameux gène TYK2 fait concrètement ? Alors, TYK2, c'est un gène impliqué dans la signalisation inflammatoire de notre système immunitaire. Pour simplifier, c'est en quelque sorte un amplificateur d'alarme. Une sirène de pompier, en gros. C'est ça. Et les données montrent que cette variante, très précise, a explosé en fréquence il y a environ 6000 ans en Europe. Mais attends, si elle monte en flèche dans la population, c'est qu'elle donne un avantage énorme pour la survie, non ? Obligatoirement, oui. Mais les sources disent qu'elle s'est ensuite effondrée, genre il y a 3000 ans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? L'agent pathogène qu'elle combattait a simplement disparu et le gène ne servait plus à rien. L'histoire est malheureusement beaucoup plus tragique que ça. Il faut bien comprendre que l'évolution, c'est toujours une affaire de compromis, jamais de perfection. Toujours des effets secondaires, toujours. L'hypothèse dominante aujourd'hui, c'est qu'il y a 6000 ans, un agent pathogène terrible, peut-être une maladie foudroyante qui nous est inconnue aujourd'hui, décimait littéralement les populations. D'accord. Et face à ça, avoir cette variante TYK2, ce système d'alarme ultra sensible, ça sauvait des vies. La nature a donc massivement, aveuglement sélectionné ce trait. Mais une alarme ultra sensible, ça a un coût métabolique. Ça crée de l'inflammation systémique en permanence. Et c'est mauvais à long terme. Très mauvais. Or, il y a environ 3000 ans, une nouvelle bactérie est devenue endémique et mortelle à grande échelle. La tuberculose. Ah, Et le pire, c'est que la tuberculose, elle utilise justement cette inflammation contre nous. précisément. Avoir la variante TYK2 est aujourd'hui encore l'un des plus grands facteurs de risque pour développer une forme grave et mortelle de la tuberculose. Waouh. Donc le bouclier génétique qui sauvait les Européens il y a 6000 ans est devenu un talon d'Achille fatal 3000 ans plus tard. Ceux qui portaient le gène mouraient de la tuberculose avant même de pouvoir se reproduire. C'est d'une violence absolue. C'est l'évolution en action. La sélection naturelle a fait machine arrière toute, éliminant la variante avec une brutalité inouïe. Ça nous prouve bien que notre immunité n'est pas un bloc d'acier, c'est plutôt un logiciel mis à jour en permanence, et parfois, ça se fait au prix de millions de vies. C'est vraiment vertigineux. Mais la refonte de notre Formule 1 ne s'est pas arrêtée à l'immunité, si j'ai bien compris. Le métabolisme aussi a été piraté en cours de route. Absolument. Les données montrent qu'il y a eu une forte sélection contre le stockage de la graisse corporelle chez les agriculteurs de l'âge du bronze. Et franchement, je dois avouer que ça m'a laissé un peu perplexe. Ah oui, le fameux paradoxe de la graisse. Bah oui, parce que si on compare un chasseur-cueilleur qui dépend de la chance pure pour trouver un cerf et un agriculteur qui dépend des pluies pour ses récoltes, on se dit naturellement que les famines agricoles devaient être dévastatrices. C'est sûr, l'agriculture, c'est risqué. Les greniers se vident, l'hiver approche. Pourquoi la sélection naturelle se débarrasserait-elle de la capacité à stocker du gras en pleine période agricole ? Ça n'a aucun sens. C'est là qu'il faut analyser le mécanisme profond de ce qu'on appelle la balance énergétique. D'accord. En fait, on a très longtemps cru à l'hypothèse du gène économe. L'idée très simple que stocker du gras, c'est toujours bon pour survivre aux famines, peu importe le contexte. Ça paraît logique. Changer entre ces deux modes de vie. Chez les chasseurs-cueilleurs, la disette se compte en jours. Vous abattez une proie,
c'est l'abondance totale, tout le monde mange à s'en faire exploser le ventre. Le grand festin. Voilà, ensuite, il peut très bien se passer 7 à 10 jours de vache maigre avant la prochaine grande prise. Dans ce cycle de festin et de famine hebdomadaire, avoir des cellules capables de transformer instantanément l'excédent calorique du festin en graisse corporelle, C'est littéralement une question de vie ou de mort pour tenir Bravo. jusqu'à la semaine suivante. Donc le gras, pour un chasseur, c'est un compte courant à très court terme. exactement. Mais pour les agriculteurs, Ouais. Qu'est-ce qui change? l'agriculture offre un apport calorique quotidien beaucoup plus plat et beaucoup plus prévisible grâce à la bouillie de céréales quotidienne. Le danger principal, ce n'est plus la petite faim de la semaine prochaine. C'est la récolte qui foire complètement. C'est ça. C'est la grande famine agraire due à une sécheresse ou à des maladies des plantes. Elle revient tous les 3, 5 ou 10 ans. Et surtout, elle dure des mois, voire des années. Ah, je vois le problème. Or, maintenir des tissus adipeux volumineux sur le corps, ça coûte hyper cher en énergie au quotidien. Votre métabolisme de base doit brûler des calories en permanence juste pour entretenir cette masse graisseuse. Donc si la famine dure un an entier, les petits kilos de graisse stockés vont fondre vite et ne te sauveront pas au 10e mois de famine. Pire, l'énergie que tu as dépensée à entretenir ce système de stockage, quand tout allait bien, devient un handicap mortel quand les ressources disparaissent à long terme. C'est un poids mort, quoi. Littéralement. La nature a donc considéré que ce mécanisme, qui était vital pour le chasseur, était devenu trop lourd et complètement inutile pour l'agriculteur face à ces famines de très long terme. D'accord, c'est fascinant. Le génome élague impitoyablement ce qui devient trop coûteux à entretenir. Mais explorons un terrain infiniment plus sensible abordé dans les sources amiques, celui des traits cognitifs. Ah, le gros morceau. Ouais, les chercheurs ont observé une sélection très claire sur les séquences génétiques qui prédisent aujourd'hui ce qu'on appelle les années de scolarité ou la capacité globale à réussir des tests cognitifs. C'est toujours délicat à aborder. C'est clair. Et encore une fois, la plus forte poussée évolutive pour ces gènes a eu lieu à l'âge du bronze. Si je me mets à la place de l'auditeur, la question qui brûle les lèvres, c'est est-ce que cela veut dire qu'on a évolué pour devenir biologiquement plus intelligent à cette époque? C'est la conclusion facile, oui. Et pourquoi un chasseur-cueilleur, qui doit pister des animaux féroces, connaître de mémoire des milliers de plantes toxiques et naviguer sans boussole? Pourquoi lui n'aurait pas eu besoin d'une sélection cognitive maximale? Cela soulève une question extrêmement importante sur la distinction entre l'intelligence globale, qui était indéniablement immense chez nos ancêtres, faut pas s'y tromper, et le cocktail très spécifique de gènes que la science relie aujourd'hui à la réussite éducative, D'accord, c'est pas la même chose. psychologiques et comportementaux. Du genre. Et le plus déterminant d'entre eux, étonnamment, c'est la capacité à différer la gratification. Ce qui mène très directement, dans nos sociétés, à repousser l'âge du premier enfant. Attends, donc on parle en réalité de stratégie de reproduction depuis le début, pas juste de puissance cérébrale. Quel est le rapport avec l'âge du bronze? Le lien se trouve dans la nature même de ce qu'est la richesse. La richesse. Ouais. Un chasseur-cueilleur ne peut pas léguer sa richesse. C'est impossible. La viande, ça pourrit, les baies, ça s'abîme. Avoir beaucoup d'enfants très tôt, avec un investissement de base en temps, c'est une excellente stratégie pour la survie du groupe. La quantité prime sur l'héritage. Voilà. Mais à l'âge du bronze, la donne change. La richesse devient accumulable et surtout transmissible. On parle de terres fertiles, de troupeaux massifs, d'outils en métal, de réseaux de commerce complexes. Et ces ressources-là fonctionnent avec des intérêts composés, en fait. Exactement. Je vois. Si on lègue un troupeau complexe ou un immense domaine agricole à un enfant qui est incapable de le gérer ou qui est trop impulsif, tout s'effondre. C'est ça. Soudainement, investir des années, parfois 2 décennies complètes pour former 1 ou 2 enfants à gérer cette immense complexité sociale et matérielle, c'est devenu un avantage biologique écrasant. Un changement de stratégie totale. Les individus porteurs de ces gènes, liés à la planification à très long terme et à l'investissement parental très intensif, voyaient leur lignée prospérer au sommet des hiérarchies de l'âge du bronze. Ce qui est rassurant d'une certaine manière, c'est que ce n'est pas une espèce de flèche unidirectionnelle vers un cerveau toujours plus gros et infaillible. Non, l'évolution n'a pas de plan directeur. Les sources mentionnent d'ailleurs un exemple fascinant avec l'Islande moderne. Au cours du dernier siècle, la sélection pour ces mêmes gènes d'études prolongées a en fait légèrement décliné. Ouais, la tendance s'est inversée. C'est fou. Dans une société d'abondance avec un bon filet de sécurité sociale, repousser indéfiniment la parentalité pour faire de longues études n'offre plus le même avantage de survie absolue qu'à l'âge du bronze. Ça illustre parfaitement le fait que l'évolution ne juge pas notre et moralement, elle s'en fiche.
Elle récompense aveuglément ce qui maximise la transmission génétique dans un environnement précis à un instant T. L'humilité est vraiment la seule posture valable face à la génétique. C'est clair. Notre biologie est simplement le reflet temporaire de nos contraintes. Très bien dit. Mais si on prend un peu de recul, en pelant les couches de notre histoire, tout cela nous amène à un paradoxe colossal, abordé dans l'interview. Lequel? Si notre biologie est capable de se tordre et de s'adapter aussi rapidement qu'on vient de le voir, qu'en est-il de notre équipement de base? David Reich pointe un fait très troublant. Il dit qu'il y a 50 000 ans, les humains anatomiquement modernes possédaient déjà toute la glaise cognitive, tout le potentiel génétique pour construire des villes, inventer l'écriture ou forger du métal. On avait le même cerveau, ouais. Exactement. Pourtant, rien ne s'est passé pendant des dizaines de milliers d'années. Pourquoi est-ce qu'on a erré si longtemps avant d'apposer notre marque sur le monde il y a seulement 12 000 ans? C'est le grand mystère du surplace de l'humanité. Ouais. Qu'est-ce qu'on attendait? Et la réponse, figure-toi, n'est pas dans l'ADN. Elle est gravée dans la glace des pôles. Ah, le climat. Les paléoclimatologues nous montrent qu'avant la barre des 12 000 ans, le climat terrestre était non seulement plus froid, mais d'une instabilité absolument terrifiante. Les températures moyennes pouvaient chuter ou grimper violemment, parfois en l'espace d'une seule décennie. D'accord, donc impossible de se fier aux saisons pour planifier quoi que ce soit. C'est tout le problème de l'agriculture, ça. Si tu plantes un champ de blé, tu comptes sur une certaine régularité des pluies et des températures pour récolter. Logique. Mais dans un climat qui fait le yo-yo, où une sécheresse foudroyante ou un gel mortel en plein été te frappe une année sur 3, dépendre d'un champ sédentaire, c'est un suicide collectif. Vaut mieux rester mobile et chasser. Voilà. Et puis, il y a 12 000 ans, débute l'Holocène. C'est une ère géologique d'une stabilité climatique exceptionnelle à l'échelle de la planète. L'air se calme. Les saisons deviennent ultra prévisibles. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Moi, je trouve que ça remet violemment nos égos à leur place. C'est clair. On contemple nos gratte-ciel, nos réseaux de fibres optiques, nos fusées, tout ça en se félicitant de l'éveil miraculeux du génie humain. Mais en réalité, notre moteur intellectuel tournait déjà dans le vide depuis 40 000 ans. Il attendait juste la bonne piste. C'est ça, nous ne sommes pas soudainement devenus brillants, nous sommes simplement les enfants gâtés d'une anomalie météorologique. C'est le climat clément de l'Holocène qui a donné le signal de départ, et d'ailleurs de manière simultanée en Mésopotamie, en Asie et dans les Amériques. On a complètement confondu l'opportunité environnementale avec une prétendue supériorité biologique innée. Sans l'Holocène, Einstein serait né, aurait vécu et serait mort en taillant des silex brillants. Il aurait été le meilleur tailleur de silex de sa tribu. Sûrement. Mais il aurait été totalement incapable d'exprimer son potentiel théorique dans un monde glacé et chaotique. C'est fascinant. Et en parlant de faire exploser nos petites bulles de supériorité, en creusant toujours plus loin dans le temps avec les données génétiques, on est obligé de regarder en face le destin des hominidés qui occupaient l'Eurasie bien avant nous. Ah, les fameux néandertaliens. Absolument. C'est la dernière grande partie de cette analyse, et l'interview dévoile une théorie sur laquelle Reich travaillait sur son tableau blanc après l'enregistrement. Une théorie qui retourne complètement la table. Ouais, ça change tout. Jusqu'à présent, le modèle classique nous rassurait un peu. Il disait « Néandertal et son cousin Denisova forment une branche. Nous, les humains modernes, formons une autre branche bien distincte. » Un arbre généalogique bien propre. Voilà. On a certes un peu flirté avec eux, laissant 2 à 5% de leur ADN en nous, mais nous restons très, très séparés. Le récit classique de l'hybridation mineure. Sauf que l'ADN mitochondrial et le chromosome Y racontent une histoire mathématiquement insensée. C'est un puzzle vertigineux pour les chercheurs. Pour faire simple, l'ADN autosomal de Néandertal, donc la grande majorité de son génome, ressemble bien à celui de Denisova, ce qui est logique. Jusque-là, tout va bien. Mais l'ADN mitochondrial, qui se transmet exclusivement de mère en fille, et le chromosome Y, transmis uniquement de père en fils, racontent tout autre chose. Chez les derniers néandertaliens d'Europe d'il y a 50 000 ans, cet ADN-là est presque à 100% similaire à celui des premiers humains modernes et très éloigné de Denisova. Attends, c'est là que je bloque sur les mathématiques. Je comprends, c'est contre-intuitif. Bah oui. Si une population d'humains modernes archaïques arrive en Europe il y a, disons, 250 000 ans. Ils se mélangent légèrement avec les néandertaliens locaux. Disons qu'on obtient une population qui a 95% néandertal et à 5% humaine moderne. Ok, on a notre tribu mixte. Logiquement, si on regarde leur lignée maternelle, 95% des femmes devraient avoir un ADN mitochondrial de néandertal.
Comment est-ce qu'une poignée de 5% d'intrus peut imposer 100% de ses gènes maternels et paternels, et ce, sans génocider purement et simplement toute la population d'origine? L'explication du génocide est intuitive pour l'esprit humain, mais elle est génétiquement incohérente avec le reste de leur ADN, qui lui est bien resté néandertalien. Alors c'est quoi le secret? Le mécanisme le plus fascinant pour expliquer cela, et c'est ce dont parle la source, repose sur la sélection sociale, ce qu'on appelle le choix du partenaire. Imagine l'arrivée de ces groupes humains porteurs d'une technologie d'outillage en pierre beaucoup plus avancée, la fameuse technique Levallois. Que les Néandertaliens finiront d'ailleurs par adopter, non? Exactement, ces nouveaux venus s'hybrident avec les locaux. C'est le point de départ. Et ensuite, c'est la dynamique sociale qui prend le relais. C'est ça. Dans ces tribus métissées, être issu directement par son père ou par sa mère de la lignée de ces innovateurs technologiques donnait très probablement un immense prestige social. Ah, je vois où tu veux en venir. C'est un avantage reproductif massif. Énorme. Si à chaque génération, les femmes issues de la lignée maternelle moderne ont ne serait-ce que 5% de chances supplémentaires d'avoir des enfants qui survivent par rapport aux femmes de lignée strictement néandertalienne pure, eh ben l'intérêt composé fait son œuvre. Comme pour la richesse à l'âge du bronze. Pareil. Sur 10 000 ans, la lignée maternelle archaïque s'éteint complètement. Elle est diluée et remplacée. Le bassin génétique global reste majoritairement local par le poids du nombre des gènes autosomaux, mais le fil interrompu des mères et des pères, lui, devient exclusivement moderne. Waouh! Donc, ça veut dire que les Néandertaliens, que nos ancêtres Homo sapiens ont rencontrés plus tard, n'étaient pas du tout des brutes d'une autre branche lointaine. Ils étaient déjà profondément infusés par notre propre lignée, à la fois culturellement et biologiquement. C'est le changement de paradigme complet. C'est ce qui amène cette superbe métaphore dans l'interview concernant les épicycles de Ptolémée. Ah oui, l'analogie astronomique. Pour clarifier pour nos auditeurs, avant Copernic, l'astronomie s'obstinait à placer la Terre au centre de l'univers. Évidemment, avec ce mauvais modèle, les planètes semblaient faire des trajectoires totalement absurdes dans le ciel. Des boucles étranges. Voilà. Et plutôt que d'admettre que le Soleil était au centre, les astronomes inventaient des boucles mathématiques complexes, qu'ils appelaient des épicycles, pour justifier leur mauvais modèle de départ. Si on relie cela à la situation dans son ensemble, en génétique, ces épicycles, ce sont exactement ces arbres généalogiques tortueux que les chercheurs dessinent aujourd'hui. Pour sauver les apparences. C'est ça. On trace des flèches compliquées, on postule des pourcentages d'hybridation improbables dans tous les sens, tout cela pour sauvegarder le vieux modèle où Néandertal est l'autre, l'espèce séparée. Alors qu'un changement de paradigme, à la manière de l'héliocentrisme, résout le puzzle instantanément. Il faut admettre que Néandertal n'est pas une branche morte posée à côté de nous. Ils font partie intégrante du maillage de l'humanité. C'est une sous-population qui a été absorbée et reconfigurée par notre propre tissu social. C'est vraiment la beauté implacable de la donnée brute. Elle se fiche royalement de nos récits héroïques et de nos catégories bien rangées, et elle finit toujours par faire plier nos préjugés. David Reich lui-même admet avoir dû abandonner ses propres certitudes face à ces découvertes. Ça force le respect. Pour clore cette analyse, on retiendra que l'évolution humaine n'est définitivement pas un musée figé. Notre génome vibre, il palpite, et il se métamorphose en permanence. Et très rapidement. De l'onde de choc des virus et des virus de l'âge du bronze jusqu'au mélange inavoué de la préhistoire, la sélection naturelle sculpte nos cellules en temps réel. Elle joue avec notre immunité, notre métabolisme et même nos stratégies cognitives. L'ADN, c'est vraiment le carnet de bord tumultueux de notre extrême adaptabilité. C'est une belle image. Mais avant de se quitter, je nous invite tous à retourner la caméra vers le présent. Si le passage à l'agriculture et au village dense a provoqué un séisme biologique qui a carrément réécrit notre système immunitaire, que se passe-t-il exactement sous notre capot génétique en ce moment même? Ah, la grande question. Entre notre sédentarité absolue, nos régimes ultra-transformés, l'omniprésence des écrans, la médecine moderne qui court-circuite la mortalité infantile et l'émergence fulgurante de l'intelligence artificielle, la sélection naturelle ne s'est pas mise en pause. Loin de là, elle travaille en silence. Alors, quelles mutations silencieuses, quels nouveaux traits totalement insoupçonnés sont en train d'être discrètement récompensés par notre environnement numérique pour s'imposer dans l'ADN des 1000 prochaines années? C'est une question vertigineuse et les réponses sont déjà en train de s'écrire dans nos propres cellules.